Bonjour très chers sportifs. Alors aujourd'hui, on va faire une capsule ou une vidéo, peu importe le nom qu'on y donne. J'ai ouvert cette chaîne justement pour parler de nos organismes et tout ce qu'il compose notre organisme, ainsi que l'alimentation, tout ça pour le sport, pour tous les sports. Pourquoi? Justement parce que il y a une foison sur Internet, sur YouTube et ailleurs, de plans d'entraînement, d'entraîneurs, en tout genre, de toutes sortes, qui proposent des tas de choses payants ou gratuits. Premièrement, vous savez qu'il faut faire très attention par rapport à tout ce qu'on peut lire, voir et entendre sur Internet. Mais le but de cette vidéo n'est pas pour critiquer, pour dire si c'est bon ou pas, ça vous êtes suffisamment adulte pour en juger, mais c'est pour mettre le doigt sur une chose qui est très importante. C'est que, admettons que tous ces plans d'entraînement, etc., tous ces conseils sont tous bons. Mais il n'y a pas de lien de liaison direct avec votre nourriture et avec votre état de santé. C'est à partir de là que j'ai décidé de créer justement cette chaîne que vous avez devant vos yeux. Pour beaucoup, vous savez, et les autres, en tous les cas, il est bon de le savoir et de mettre à exécution à partir d'aujourd'hui, car c'est vital pour vous. Tous les instituts de santé sont tous d'accord aujourd'hui pour dire qu'il faut faire au moins une demi-heure d'activité tous les jours. Alors pour une personne qui a un peu d'embonpoint, pour elle faire de l'activité, faire son jardinage, c'est suffisant. Non, justement non. Ces 30 minutes d'activité quotidienne doivent être suffisamment soutenues au point où vous êtes en train de commencer à mouiller votre maillot. C'est un exemple. Bien entendu, je ne vous dis pas de courir comme un dératé alors que toute l'année vous ne courez pas. Bien entendu, je ne vous dis pas d'essayer de faire le grand écart facial à partir d'aujourd'hui. Vous n'y arriverez pas de toute façon, vous allez vous blesser. Chaque chose faite intelligemment doit être progressif. Et c'est là justement qu'intervient des plans d'entraînement, faits par des coachs. J'ai vu sur certaines vidéos, dont je ne citerai pas les noms, car c'est là pour les conseiller, mais pas les critiquer, il ne faut pas qu'ils le prennent de cette façon. Je vous donne un exemple. Dans le cyclisme, que je pratique 15 000 km par an, j'ai vu un coach qui montrait sur sa table toutes les tablettes qu'il allait ingurgiter pendant son effort, parce que son effort maximal, et d'après ce qu'il a pu lire, lui demande de consommer 400 grammes de sucre pour son entraînement. Pour vous donner une petite idée, sportif ou pas, sachez que 400 grammes de sucre, glucose, fructose, etc. représentent 80 morceaux de sucre. Vous savez, les sucres blancs par exemple. Imaginez partir pour une séance avec du fractionné ou avec des intervalles à l'intérieur, peu importe, même si c'est un niveau intense, avec dans vos deux poches 80 morceaux de sucre. Tout ça parce que certaines études scientifiques, et souvent ceux qui font les études scientifiques pour beaucoup n'ont jamais mis un pied devant l'autre et ne sont même pas eux-mêmes sportifs, n'ont pas pu expérimenter eux-mêmes, c'est ça que je veux dire, qu'à partir du moment où on commence à consommer du sucre toutes les 20 minutes par exemple pendant ses efforts, et qu'on se retrouve au bout d'une heure ou deux avec une bouche pâteuse à tel point où on refuse tout sucre tellement on en est écœuré parce qu'on en a absorbé vraiment trop. Ce qui veut dire que le corps en est saturé. Bien sûr qu'il faut consommer du sucre pendant son effort, mais intelligemment. Pas en fonction d'une publication scientifique vous ordonnant de consommer 30 grammes de sucre tous les 20 minutes, par exemple. Le corps humain a cette particularité de stocker. Le foie lui-même stocke, c'est le seul organe pour le cerveau. Pour beaucoup, si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Par contre, chaque muscle de votre organisme comporte un certain stockage de sucre, le glycogène. Sachez aussi que le glycogène qui est stocké dans vos cuisses ne va pas servir à alimenter l'exercice de vos bras. Certes pas. Chaque muscle conserve son propre glycogène pour sa fonction. On sait que tous les muscles du corps
ont une réserve de 450 grammes de glycogène. Vous avez peut-être un peu rapidement calculé que ça nous fait peut-être entre 15 à 20 grammes par kilo de muscle. Alors comment produit-on du glycogène? C'est à partir des glucides que l'on consomme, des fruits avec leur fructose, des féculents et des sucres rapides. Alors avec de telles réserves, vous avez compris que on peut faire un entraînement plus ou moins intense avec les réserves naturelles que vous avez ingurgitées les 2 ou 3 jours auparavant. Maintenant, il est évident que ces réserves s'épuisent à partir du moment où on dépasse par exemple une puissance supérieure à 60% de la VO2 ou un entraînement de longue durée supérieur à 1h30. Si vous partez à votre entraînement, même s'il est intense, avec des réserves pleines au taquet, vous allez retarder ce phénomène de fatigue, bien entendu. Et vous avez compris par extrapolation qu'il est inutile de prendre avec vous 400 grammes de sucre supplémentaire. D'abord, il va falloir consommer vos réserves, bien sûr sans arriver au point d'en manquer, de tomber en hypoglycémie avant de vous réalimenter. Je ne dis pas ça. Il fut un temps d'ailleurs où on a expérimenté ce phénomène de surcompensation, comme on appelle. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, on suggérait d'épuiser les réserves de glycogène avant un entraînement très exigeant qui était suivi d'une réduction très importante des apports en glucides pendant les 3 jours qui suivaient. Et après ces 3 jours, de 3 à 6 jours, là il y avait une réintroduction de glucose massive, ce qui poussait à avoir un phénomène de surcompensation. Mais ça exposait les athlètes à des graves blessures et des problèmes gastro-intestinaux. Aujourd'hui, on sait bien sûr qu'il n'est plus utile d'aller jusqu'à l'épuisement total des réserves de glycogène avec un effort intense. Ça n'est plus nécessaire. Il suffit simplement d'augmenter progressivement la consommation des glucides à mesure que votre entraînement va diminuer. Donc pour les sportifs de haut niveau et les autres, bien entendu, à condition, attention ce que je vais vous dire maintenant, c'est à condition que vous ayez une compétition par exemple, donc un effort relativement violent. Car ce que je vais vous dire maintenant, ce n'est pas à faire au quotidien. Que doit-on manger pour remplir ces réserves de glycogène? Bien, c'est dans les 36 à 48 heures précédant votre compétition, il va falloir manger graduellement plus de glucides à mesure que l'entraînement diminue. Et là, on doit viser 10 grammes de glucides par kilogramme de poids corporel. Et en même temps, bien sûr, consommer beaucoup plus de liquide qu'habituellement. Vous avez compris au travers de ça que la dépense énergétique va diminuer parce qu'au fur et à mesure que l'entraînement diminue à l'approche de votre compétition pour accumuler de l'énergie, vous prenez plus de sucre. Donc attention, avec ces réserves, les pics d'insuline qui vont produire, grâce à l'insuline, un stockage, et vous n'en voulez pas, de graisse inutile. Donc il va falloir réduire aussi votre apport en gras. C'est logique. C'est-à-dire que les jours qui vont précéder la compétition, par exemple un homme de 70 kg aura besoin environ de 700 grammes de glucides. Alors consommer en fonction des gras raffinés, des fruits sans pelure par exemple, du jus, certains sucres ajoutés, attention mais pas trop non plus, des sucres lents, ces 700 grammes pour 70 kg de poids de corps sont répartis sur 3 à 4 jours et non sur une seule journée. Entre parenthèses, n'oubliez pas une certaine consommation de sel, bien entendu. Car lorsque l'on transpire, quand vous buvez de l'eau minérale d'une bouteille, vous sentez bien qu'elle n'est pas salée. Par contre, goûtez votre transpiration, vous allez voir qu'elle est très salée. Ce qui veut dire que vous perdez tout le sel de votre organisme. Donc, il faut, en même temps que se réhydrater, il faut manger une certaine quantité de sel, peut-être un peu supérieure à l'habitude avant les compétitions. Alors, 2 mots sur l'alimentation du matin même de votre compétition. Afin de remplir au taquet vos réserves de glycogène du foie et dans les muscles, vous devrez consommer environ 1 g de glucides par kilo de poids de corps corporel par heure, en fait, avant l'épreuve. Soit par exemple 140 g de glucides pour un homme de 70 kg qui ferait un marathon dans 2 heures. Donc 2 heures avant.
Vous consommez 140 grammes de glucides. Vous voyez, on ne les a pas dans la poche, hein, ceux-ci. Je vais vous donner un petit menu. Par exemple, à titre d'exemple simplement, hein, voilà à quoi pourrait ressembler par exemple le menu d'une journée précédant une longue course, comme on le fait sur les marathons, comme on le fait par exemple à 10 000 mètres, comme le font les cyclistes surtout, parce que les distances excèdent 2 à 3 heures, très souvent. Au petit déjeuner, vous pourrez incorporer du pain que je dirais complet ou semi-complet. Moi, je préférerais, bien sûr, on en reparlera, ça fera l'office d'une prochaine vidéo, le gluten. Nous mangeons trop de gluten et je vous expliquerai pourquoi. Même si on n'est pas coéliaque et si on pense ne pas faire d'intolérance au gluten, aujourd'hui, il y en a vraiment, vraiment, vraiment trop dans toute l'industrie, dans toute l'alimentation qu'on vous propose. Même les gâteaux ne sont même plus faits avec de la farine. Aujourd'hui, ils sont faits avec de la farine carrément de gluten. Donc ça, c'est pas bon. Donc allez, pas sans gluten, sirop d'érable, jus d'orange pour le déjeuner. Ensuite, une collation, par exemple, ananas en conserve avec du fromage mozzarella. Vous voyez la variété, hein. Le dîner, par exemple, un pain au saumon, une soupe de betterave, la betterave rouge, on en reparlera, j'en parlerai beaucoup. Elle vous permet d'avoir un dopage de 5% de vos performances. Ça a été étudié en publication scientifique, hein. C'est pas moi qui l'invente. Ensuite, après le dîner, vous prenez une collation, par exemple avec un yaourt grec à la vanille ou peu importe, et puis une compote de pommes. Pour le souper, des sucres lents, sous forme, je ne sais pas, peut-être une soupe tonkinoise, avec un bouillon salé, plus du poulet et des nouilles de riz, ou alors un petit plat de pâtes. Et bien sûr, après le souper, encore une collation, céréales de riz soufflées, avec du lait d'amande et une banane. Vous voyez, dans ce menu, je n'ai pas pris tellement de sucre ajouté, comme on peut le trouver dans les bars, qui sont faites aussi avec des farines d'insectes, dont la célèbre protéine, la chitine, qui est très mauvaise pour la digestion de l'humain, à un tel point où l'humain n'est pas capable de digérer la chitine. Donc vous voyez, c'est un exemple de menu que vous pouvez faire la veille et aussi l'avant-veille. Et après, vous pouvez varier, c'est juste à titre d'exemple. Là-dedans, vous pouvez rajouter une poignée de fruits secs par jour, genre amandes ou noix, qui sont très très bons, très riches en oméga 3 à propos de bonnes huiles en fait. Et ce que vous pouvez prendre pour votre microbiote intestinal, c'est vrai que je vous ai affiché microbiote intestinal, flore intestinale, une piste sérieuse pour comprendre l'origine de nombreuses maladies. Je ne sais pas si on aura le temps de le traiter aujourd'hui, je referai une autre vidéo spécialement sur le microbiote intestinal, qui est très 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 important aujourd'hui. C'est vraiment la plus grosse découverte de ces 10 dernières années. Et c'est en train, on ne sait pas encore, on commence à comprendre le fonctionnement de ce microbiote intestinal, qui est un alien qui vit à l'intérieur de nous, hein. Vous voyez, c'est affiché, hein, notre tube digestif abrite pas moins de 10 puissance 13 micro-organismes, soit autant que le nombre de cellules qui constituent notre corps. Nous sommes habités, nous avons des milliards de bactéries qui vivent avec nous et qui sont là pour gérer notre santé. 70% de nos défenses immunitaires viennent de ce microbiote intestinal. Et des microbiotes, il n'y en a pas que intestinal. Vous en avez dans la bouche, vous en avez dans les oreilles, vous en avez sur le sexe, sur la peau, etc. Bon, j'arrête avec le microbiote, je referai une vidéo pour ça, spécialement. Donc je reviens au fondement même du glycogène, hein, de cette vidéo d'aujourd'hui. Par extrapolation, pourquoi fait-on de la zone 2 justement et un peu de zone 3 qui sont très importantes? C'est justement pour le maintien du niveau de glycogène, hein, qui peut être amélioré par l'augmentation de l'utilisation des lipides en cours de l'effort. On sait que pendant des efforts qui sont relativement modérés, le corps utilise plutôt les lipides qui sont beaucoup plus énergétiques. 1 gramme de lipides est égal à 4 grammes de glucose. Vous avez vu? Donc les lipides, malheureusement ces lipides, lorsqu'on dépasse un certain seuil, le corps ne les utilise plus, ne les dégrade plus, si vous voulez, ces triglycérides, et passe au glycogène, donc hépatique et aussi au glycogène musculaire. Alors certains font des entraînements de plusieurs heures, comme moi je l'ai fait aussi, hein, de 4 à 5 heures en vélo, sans s'alimenter, simplement en buvant bien sûr avec un électrolyte, etc. Et ne mangent pas. Je l'ai fait,
Et je n'ai pas eu de panne. Pourquoi? Parce que mes réserves énergétiques étaient pleines. Alors, qu'est-ce qu'il se passe à partir du moment où, si vraiment vous avez fait des efforts violents, là, bien sûr, vous allez utiliser et vous allez tomber en hypoglycémie. Alors, cette hypoglycémie est produite par quoi? Elle est produite par votre cerveau. Comment? Eh bien, pour continuer à avancer sur le vélo ou en courant, si vous voulez, peu importe la discipline sportive, il faut un maintien du niveau de glycogène hépatique et musculaire suffisant. Alors, à partir du moment où ces réserves sont épuisées, donc là, bien sûr qu'il aurait fallu s'alimenter avant, il se produit un phénomène que le cerveau va détecter et va commander l'arrêt de l'activité intense. Là, j'ai parlé du manque de glycogène, donc en général. Parce qu'il existe aussi une autre fatigue qu'on appelle fatigue périphérique. C'est celle qui est, lorsque vous sentez vos cuisses, vous montez un col, vous avez trop bourré, d'un seul coup, vous avez un engorgement musculaire, vous avez mal aux cuisses. Donc là, c'est ce qu'on appelle la fatigue périphérique et vos muscles vont s'arrêter de fonctionner. Bien que vous ayez encore des réserves. Donc, ne pas confondre avec les deux. Certains pourront dire, ben non, j'ai plus de réserve. Mais non, c'est-à-dire que c'est le muscle qui en a marre. Vous avez encore des réserves à l'intérieur de votre sang, mais lui, votre muscle est complètement tétanisé et il ne peut plus avancer. Maintenant, entre autres, il faut le noter, il faut le dire quand même si c'est rapidement, c'est que le corps ne se satisfait pas que des réserves de glycogène. Encore faut-il que vous ayez mangé suffisamment de protéines pour éviter ce côté anthropophage de votre corps. Anthropophage, c'est-à-dire que votre organisme va se manger lui-même. Car s'il a besoin de protéines et que vous n'en avez pas ingurgité assez, il va donc se nourrir avec vos propres muscles. Donc il faut aussi calculer de prendre les 8 acides aminés essentiels de l'organisme en quantité suffisante, mais pas excessive. Quand on fait du vélo, on n'est pas powerlifter. Ensuite, vous avez tous les minéraux qui sont très 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 importants. Une petite minute sur les minéraux, c'est qu'aujourd'hui, même si vous mangez bio, écoutez bien, et quand on est sportif et qu'on fait de l'exercice intense, l'organisme ne trouve pas assez de minéraux dans l'alimentation que l'on mange tous les jours. Alors, encore moins si vous prenez de la bouffe industrielle. Ça va faire une autre vidéo sur la bouffe industrielle qu'il va falloir proscrire. Quasiment, définitivement, si vous ne voulez pas avoir des problèmes de santé dans les 10, 20 ou 30 ans à venir. Parce qu'ensuite, il sera trop tard pour les guérir. Il sera trop tard. Il faut faire de la prévention. Alors, ces minéraux, certains vont dire... Eh bien, moi je bois de l'eau, par exemple Vichy, Satur, je sais pas, peu importe les marques. Mais cette eau est-elle chélatée? Cette eau n'est pas chélatée. Si vous voulez, si vous regardez au microscope, par exemple, du Perrier, qui est riche en sels minéraux, vous allez regarder quoi? Vous allez trouver du liquide et comme une espèce de galet qui voyage dans cette eau. Eh oui, c'est simplement comme de l'eau de rivière qui s'écoule, et qui véhicule tous les galets qui s'en vont d'en amont jusqu'en aval. Et l'organisme, est-ce qu'il est fixe? Non, très très peu. Donc quand vous buvez de l'eau, l'eau sert simplement à hydrater, à nettoyer, à véhiculer, et non à nourrir. Donc où peut-on trouver ces minéraux qui sont chélatés? Chélatés, si vous voulez, prédigérés par ce que vous allez manger. Donc absorbés en quantité totale par votre organisme. Eh bien, dans les fruits et dans les légumes, crus et cuits. Il y a toujours les compléments alimentaires, bien entendu, quand on n'a pas le choix. Mais si vous avez le choix, il est préférable de manger fruits et légumes tous les jours, quasiment à satiété. Et lorsqu'on reparlera de ce microbiote intestinal, je vous donnerai par exemple quelques prébiotiques qui sont excellents et qui sont des prébiotiques d'avenir comme l'inuline. L'inuline, c'est un prébiotique qui ressemble étrangement à du sucre sans qu'il soit vraiment du sucre. Il est légèrement sucré, mais en fait, il permet de ralentir votre digestion. Ce qui veut dire que lorsque vous absorbez tout un tas de sucre, votre digestion étant ralentie, vous allez éviter d'avoir un pic d'insuline, même si vous n'êtes pas sur le vélo, par exemple. Cette inuline ralentit votre digestion gastrique et intestinale
Et que se passe-t-il? Vos bonnes bactéries, dans ces 10 puissance 13 quantités de bactéries, milliards de bactéries qu'on a dans notre gros attestat particulièrement et attestat grêle aussi, ils vont se nourrir de cette inuline, de cette poudre blanche que vous allez prendre avec de l'eau pour être en bonne forme et justement lutter contre les mauvaises bactéries, celles qui foutent en l'air vos défenses immunitaires, qui vous font attraper tout des tas de maladies, y compris le Covid, a été lié bien sûr aujourd'hui, on le sait, à cause d'un mauvais microbiote intestinal. Et bien entendu, par extrapolation, vous savez très bien qu'un mauvais microbiote intestinal, on appelle ça une dysbiose, vous empêchera de faire des bonnes performances et d'avoir un entraînement régulier et productif. Nous reparlerons aussi de cette inuline. Maintenant, on va parler quelque chose de très important, car c'est du concret par rapport aux dépenses énergétiques pendant que vous êtes sur le vélo ou la course à pied et que vous faites des efforts qui sont violents, modérés et très violents. C'est-à-dire qu'on appelle le métabolisme énergétique de l'effort. Vous savez que les muscles consomment des substrats glucidiques pendant vos efforts, qui vont de quelques secondes à plusieurs heures. Il s'agit de dépenses énergétiques glucidiques. Alors il y a un niveau d'utilisation des glucides qui dépend de deux principaux facteurs qui sont l'intensité et la durée de votre exercice. Et vous savez tous que le métabolisme des glucides est mis en avant par l'activité très intense. Tandis que l'intensité modérée, on parlait tous de lipides, mais pas que. Car cette intensité modérée utilise essentiellement le processus aérobie et engage des réserves de sucre aussi, de graisse et aussi de protéines que j'ai parlé avant. Alors c'est comme ces histoires de PMA, de FTP, de seuil. En réalité, les seuils n'existent pas. Vous passez pas, par exemple, de la filière 1 à la filière 2. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a des intermédiaires, bien entendu. C'est pour ça que dans les entraînements, rien ne peut être précis et pointilleux, car vous feriez des erreurs, justement. C'est une question d'adaptation et une question de connaissance personnelle. Et nous avons aussi ce mélange de combustible qui se modifie avec la durée de votre effort. Par exemple, plus votre effort dure dans la longueur et plus l'effort, vous êtes sur une même intensité, ce mélange énergétique va s'enrichir en lipides parce que vous êtes sur un steady state, un état stable. Et les sportifs très entraînés peuvent monter cet état stable très haut, à tel point que ça leur permet justement, comme un Chris Froome qui a étudié le régime cétogène par exemple, et d'autres sportifs ont pu pousser ce régime cétogène, l'utilisation de leurs lipides à un niveau très élevé, à tel point qu'ils sont capables d'économiser fortement leurs réserves de glycogène justement, donc de sucre, réservées aux efforts intenses. Donc quand on utilise ces lipides, il ne faut pas croire que vous allez brûler la graisse de votre ventre. Non, car le corps va d'abord se servir entre autres des triglycérides, donc des lipides qui sont, si vous voulez, incorporés dans vos fluides sanguins, etc. Et ensuite, en moindre mesure, il va pouvoir tirer dans les tissus adipeux, les adépocytes. Donc est-ce que le sport fait maigrir ? Il y contribue, mais le sport ne fait pas maigrir directement. Aujourd'hui, on le sait. C'est surtout un régime alimentaire très intelligent qui vous permet de perdre du poids avec de l'activité, bien entendu. Alors c'est là que ça devient très intéressant, car au niveau des cellules musculaires, le glycogène est converti en glucose. C'est les réserves glucidiques qu'on a parlé au niveau musculaire et hépatique. Donc, à partir de quand intervient l'épuisement du glycogène musculaire? Eh bien, écoutez bien, il intervient environ après 90 minutes d'exercice à 75% de votre VO2 max. Et bien sûr, maintenant, pour un exercice qui va utiliser que 55% de votre VO2 max,
Votre épuisement de glycogène musculaire interviendra après environ 4 heures d'utilisation. Je répète, est-il utile d'avoir 80 morceaux de sucre dans vos poches après ce que je viens de vous dire, qui est bien sûr officiel et scientifique? Je reviens sur les 75% de votre VO2 max. Vous avez donc 1h30. Bien sûr que vous n'allez pas attendre 1h30 que vous allez tomber lorsque vous serez supérieur à 75% de votre VO2 max. Mais est-il utile de manger des barrettes dans la première demi-heure que vous avez mis votre derrière sur la selle? Non. Roulez d'abord, échauffement, et attaquez peut-être la première série, et ensuite alimentez-vous. Mais ne vous gavez pas de sucre immédiatement. Car de toute façon, votre organisme ira rechercher ces réserves de glycogène que vous avez dans les muscles, mais pas celles que vous avez dans l'estomac. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé des acides aminés, donc des protéines si vous voulez vulgairement. Donc le métabolisme des acides aminés est aussi, lui, affecté par la pratique de l'exercice, notamment lors des exercices qui sont supérieurs à 2 heures. Il y aura une augmentation de l'oxydation de ces acides aminés ramifiés. Vous savez, vous avez déjà vu ça sur les boîtes de poudre qu'on vend, les BCAA, qui sont très importantes, ces 8 aminés essentiels, si vous voulez. Donc bon, ça fera rentrer en ligne de compte jusqu'à à 10% quoi, de vos réserves énergétiques, mais il faut quand même en consommer, même pendant l'effort. Un petit peu, c'est très bien. En conclusion, pour terminer cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'il faut booster ses réserves de glycogène, donc son apport en sucre, les 3 jours précédant votre compétition, et que ceci ne se fait pas tous les jours de l'année et de la semaine, car vous auriez une consommation de sucre excessive. Je viens de vous démontrer que la surcompensation glycogénique, elle est optimale pour un régime alimentaire riche en glucides, à raison de 10 grammes par kilo et par jour, les 3 jours qui précèdent votre épreuve. Et que lors d'un effort physique, votre corps consomme de l'énergie. Voilà, c'est simple, c'est en gros. Cette énergie est apportée en grande partie par le glycogène, alors qu'il soit hépatique, donc venant du foie, ou musculaire, donc les réserves. Donc on a parlé de ces 450 grammes maximum, plus les 100 grammes de réserve, donc en gros comptez 500 grammes de réserve de glycogène dans le corps humain, pour une personne de 70 kg. Alors ces réserves se forment pas par des barrettes que vous allez prendre, mais par votre apport quotidien d'une alimentation équilibrée et naturelle que vous avez tous les jours, et légèrement boostée en glucides 3 jours avant une épreuve essentielle. Ces mêmes réserves, on a vu qu'elles vous permettaient de tenir même un effort assez violent pendant 1h30, et ensuite vous réalimentez en apport exogène, c'est-à-dire extérieur, barrette ou ce que vous voulez, mais pas immédiatement lorsque vous arrivez sur votre selle. Et lorsque vous êtes parti sur votre vélo en faisant des efforts ordinaires, tempérés de zone 2 à début de zone 3, vous avez 4 heures minimum pour épuiser ces réserves. Donc par conséquent, ne sautez pas directement sur des barrettes sucrées immédiatement. Attendez, vous avez le temps. Par contre, hydratez-vous un maximum, tous les quarts d'heure ou toutes les 20 minutes. Maintenant, au travers de ce que je vous ai expliqué, vous venez enfin de comprendre, pour certains vous le saviez bien sûr, que pourquoi certains sportifs montent sur le vélo. Ah non, moi je ne mange pas, j'ai pas besoin de manger. Ils restent à jeun, parce qu'ils sont sur ces réserves que je vous ai expliquées depuis tout à l'heure. Et avec un petit bémol supplémentaire par rapport à quelqu'un qui s'alimenterait normalement, c'est que ces gens qui se sont mis en manque d'alimentation, lorsqu'ils vont rentrer chez eux, bien sûr, ils vont manger plus que la normale, ils vont bien sûr remanger des sucres et ils vont surcompenser, c'est-à-dire que leur organisme va stocker un petit peu plus qu'il le ferait normalement qu'habituellement. C'est la surcompensation. C'est le seul bénéfice qu'on peut dire et qui est bien sûr officiellement reconnu. Vous avez vu qu'après 4 à 5 heures de vélo, lorsqu'on rentre chez soi, on saute directement sur l'alimentation. Et vous avez pu remarquer que le corps
appelle le sucre. Et vous savez qui c'est? On en reparlera. C'est suggéré par le microbiote intestinal. Ces bactéries n'ont pas d'intelligence individuelle, mais ils ont une intelligence collective. Après des efforts intenses et longs, il est conseillé bien sûr de manger du fructose et d'autres sucres. Donc le fructose, lui, permet davantage de resynthétiser le glycogène hépatique, tandis que le glucose, lui, servira majoritairement à resynthétiser le glycogène musculaire. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit sur le sucre. Je voulais faire une mise au point. J'ai pas vu le temps passer, hein, ça fait plus d'une petite demi-heure. Dans cette vidéo, bien entendu, je n'ai pas parlé de la dangerosité du phénomène d'accoutumance, hein, de l'addiction au sucre causée par tous ces produits qui sont les genres barres, etc., qui sont prises pendant votre périple cycliste, car ils ne sont pas à négliger. Et nous verrons qu'on peut faire nos propres barres intelligemment avec des produits naturels, avec des produits que l'organisme préfère plutôt que mettre des produits industriels, la maltodextrine, tous ces produits qui sont dans les barres qui finissent par donner mal au ventre, hein, dans ces coureurs du Tour de France, on le voit, hein, car ce sont des produits bas de gamme et on vous vend ces barrettes très chères, faits avec des produits bas de gamme qui font partie souvent de la catégorie des vous savez, E300, E400, E600, E500, E800, qui sont des produits qui sont même cancérogènes. Allez, bye bye, à la prochaine.